Hey tout le monde, c'est Maël. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle série qui me tient vraiment très à cœur. J'espère que je vais réussir à vous transmettre tout ce que j'ai envie de transmettre. J'espère que ça va vous intéresser parce que moi ça m'intéresse énormément. Donc c'est une série où je vais vous expliquer en gros plusieurs éléments, à chaque fois un élément différent ou une loi, un truc, que ce soit scientifique, psychologique, philosophique. Donc du coup, avant de commencer, j'aimerais que vous mettiez en commentaire tous les sujets que vous aimeriez que je traite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la loi d'Octave. La loi d'Octave, c'est une des lois entre guillemets de l'univers, une des lois fondamentales, on va dire. Mais avant de vous parler de ça, je vais commencer par introduire la loi de 3. C'est la première loi fondamentale de l'univers. Donc selon cette loi, dans tous les mondes, sans exception, toute action, tout phénomène résulte d'une action simultanée de 3 forces, positive, négative et neutralisante. La seconde loi fondamentale de l'univers est celle dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est la loi de 7, aussi appelée la loi d'Octave. Le chiffre 7 a une grande importance, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 centres d'énergie et 7 notes de musique par exemple. Ce chiffre récurrent montre que la répartition de l'énergie répond à des proportions particulières qui se répètent suivant des schémas cycliques. Pour comprendre la signification de cette loi, il faut se représenter que l'univers consiste en vibrations. Ces vibrations s'effectuent dans toutes sortes de matières, quel que soit leur aspect et leur densité, depuis la plus subtile jusqu'à la plus grossière. Elles proviennent de sources variées et vont dans toutes les directions, s'entrecroisent, se heurtent, se fortifient, s'affaiblissent, s'arrêtant l'une et l'autre, et ainsi de suite. Selon les conceptions habituelles de l'Occident, les vibrations sont continues. Cela signifie que les vibrations sont généralement considérées comme s'effectuant de manière continue, de manière interrompue, montant ou descendant aussi longtemps que dure leur force d'impulsion originelle, et qu'elles triomphent de la résistance du milieu dans lequel elles se développent. Lorsque la force d'impulsion est épuisée et que la force de résistance du milieu l'emporte, les vibrations naturellement retombent et s'arrêtent. Certaines des théories les plus récentes commencent, il est vrai, à les discuter. Néanmoins, la physique contemporaine est encore très loin d'une notion correcte de la nature des vibrations, ou de ce qui correspond à notre conception des vibrations dans le monde réel. À cet égard, la façon de voir de l'ancienne connaissance s'oppose à celle de la science contemporaine, parce qu'elle met à la base de la compréhension des vibrations le principe de discontinuité. Le principe de la discontinuité des vibrations signifie que le caractère nécessaire et bien défini de toutes les vibrations dans la nature, qu'elle soit ascendante ou descendante, est de se développer de manière non uniforme, mais avec des périodes d'accélération et de ralentissement. Ce principe peut être formulé avec une précision plus grande encore, en disant que la force d'impulsion originelle des vibrations n'agit pas de manière uniforme, mais en quelque sorte se renforce ou s'affaiblit alternativement. La force d'impulsion agit sans changer de nature, et les vibrations se développent selon un mode régulier pendant un certain temps seulement, qui est déterminé par la nature de l'impulsion, par le milieu, par les conditions environnantes, et ainsi de suite. Mais à un certain moment intervient une sorte de modification. Les vibrations cessent pour ainsi dire de lui obéir, et pendant une brève période, elles se ralentissent, changeant jusqu'à un certain point de nature ou de direction. Ainsi, à partir d'un certain moment, les progressions ascendantes ou descendantes des vibrations se font plus lentes. Après ce ralentissement temporaire dans la montée ou dans la descente, les vibrations reprennent leur cours antérieur et leur développement, et montent ou descendent de nouveau jusqu'à ce qu'un nouvel arrêt se produise dans leur développement. Sous ce rapport, il est important de remarquer que les périodes d'action uniforme de l'inertie acquise ne sont pas égales et que les périodes de ralentissement des vibrations ne sont pas symétriques. L'une est plus courte, l'autre est plus longue. Pour déterminer ces périodes de ralentissement, ou mieux, les arrêts dans la montée et la descente des vibrations, on divise les lignes du développement des vibrations en sections, correspondant au double
ou à la moitié du nombre de vibrations dans un laps de temps donné. Imaginons une ligne de vibration croissante. Considérons-les au moment où leur fréquence est de 1000. Au bout d'un certain temps, le nombre de vibrations est doublé, il atteint 2000. Il a été établi que, dans cet intervalle entre le nombre donné de vibrations et un nombre 2 fois plus grand, il y a 2 endroits où se produit un ralentissement dans la progression des vibrations. L'un est à une petite distance du point de départ et l'autre presque à la fin. Les lois qui déterminent le ralentissement des vibrations ou leur déviation de la direction première étaient bien connues de la science ancienne. Ces lois étaient dûment incorporées dans une formule ou un diagramme qui s'est conservé jusqu'à nos jours. En cette formule, la période à l'issue de laquelle les vibrations sont doublées était divisée en 8 échelons inégaux, correspondant au taux de progression des vibrations. Le 8e échelon est la répétition du premier, avec un nombre double de vibrations. Cette période, c'est-à-dire la ligne de développement de vibrations, mesurée à partir d'un nombre donné de vibrations jusqu'au moment où ce nombre est doublé, est appelée l'octave ou huitaine. Le principe de division en 8 intervalles inégaux du processus, à l'issue duquel les vibrations sont doublées, est fondé sur l'étude de la progression non uniforme des vibrations dans l'octave entière. Et les divers échelons de l'octave montrent l'accélération et le ralentissement de son développement à différents moments. La gamme de 7 tons est une formule de loi cosmique qui fut élaborée par d'anciennes écoles et appliquée à la musique. Cependant, si nous étudions les manifestations de la loi d'octave dans les vibrations d'autres sortes, nous verrons que les lois sont partout les mêmes. La lumière, la chaleur, les vibrations chimiques, le magnétisme et autres sont soumises aux mêmes lois crues que les vibrations sonores. Par exemple, la gamme lumineuse, connue de la physique, en chimie, le système périodique des éléments, qui est sans aucun doute étroitement lié au principe d'octave. Bien que cette correspondance n'ait pas encore été pleinement élucidée par la science, une étude de la structure de la gamme musicale offre une base excellente pour la compréhension de la loi cosmique d'octave. Donc maintenant, je vais vraiment passer à l'explication pure de la loi. On va parler des notes de musique. Donc les notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, vibrent doublement. L'espace qui sépare le premier do du suivant représente l'octave supérieure. Le do suivant est la même note mais à une fréquence plus élevée. Comme vous évoluez avec une fréquence vibratoire, au fil du temps vous êtes capable d'augmenter cette fréquence. Vous pouvez comparer des segments de votre vie à des octaves. Par exemple, l'enfant, l'adulte, le senior sont 3 octaves de l'être humain. Au fur et à mesure que vous gravissez des octaves, l'énergie liée à l'émotion s'élève aussi. Vous pouvez éprouver de la peine. Lorsque la fréquence du son monte, vous avez la sensation qu'il y a des hauts et des bas. Mais en fait, la tonalité continue de monter. Il en est de même en ce qui concerne votre évolution. Pouvoir constater ces mouvements peut être très utile dans les phases de votre vie, dans vos relations et dans vos processus d'évolution et de compréhension. Si vous observez le clavier d'un piano et les touches, vous voyez qu'entre le do et le ré, il existe un autre ton, celui de la touche noire. De même entre le ré et le mi. Pour passer du do au ré et du ré au mi, il faut 2 demi-tons. Mais entre le mi et le fa, il manque une touche noire, donc un seul demi-ton. Cela signifie qu'il y a une baisse d'énergie par rapport aux autres passages. Dans un cycle évolutif, une octave, il y a 2 moments qui présentent une baisse d'énergie. L'un après le début et l'autre à la fin. La première baisse se trouve après les 3 premières notes et la seconde avant qu'un nouveau cycle prenne forme. Tout ceci devient très intéressant car vous pouvez l'appliquer à toutes les situations. Par exemple, quand vous rencontrez une nouvelle personne. Au bout de quelques temps, donc un peu après le début, vous devez prendre une décision. Soit la relation perdure, soit elle s'arrête. Si vous arrivez à surmonter cette baisse d'énergie, la relation continue. Sinon, elle s'arrête. La loi d'octave vous permet de prévoir les moments de baisse énergétique et de pouvoir les affronter lucidement. Pour surmonter la première baisse énergétique, il faut ce que l'on appelle un choc additionnel, c'est-à-dire une impulsion énergétique plus élevée capable de stimuler le processus. Si vous avez compris, vous constatez qu'il faut 2 chocs additionnels par cycle. Un pour que la situation décolle et un autre pour qu'elle puisse se renouveler et passer à l'octave supérieure. Comment faire pour reconnaître ces 2 moments? Donc d'abord, il faut être attentif, être capable de s'écouter et avoir un bon niveau de conscience. Que se passe-t-il si le choc additionnel n'a pas lieu? Un changement de direction peut se manifester et interrompre le cycle. Cela peut signifier 2 choses. Vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour continuer dans cette voie, ou alors vous ne devez juste pas accomplir ce parcours à ce moment-là. Donc voilà, pour conclure, c'est une loi qui peut paraître assez abstraite au début quand on s'efforce de l'utiliser sur des situations du quotidien, enfin pas forcément du quotidien, mais des situations récurrentes qui arrivent dans notre vie, un nouveau travail, une nouvelle personne rencontrée comme je viens d'en parler, tout ce qui peut arriver, un déménagement,
C'est chaque étape importante de notre vie, plus ou moins importante en soi, mais chaque chose a une importance. Et si on y fait bien attention, cette loi peut vraiment nous aider à comprendre pas mal de choses. Et donc à comprendre aussi que ça arrive d'avoir des baisses et que c'est pas forcément la fin. Et que parfois aussi la fin n'est pas toujours négative et permet de passer à l'étape supérieure. Donc voilà, j'espère que cette loi vous aura plu, que mon explication a été claire. C'est la première fois que je fais ça, donc je savais pas trop comment m'y prendre. J'ai essayé de mettre quelques petits schémas, mais j'espère que vous avez compris parce que moi j'ai trouvé la loi hyper intéressante. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre des sujets dans les commentaires, à me dire si du coup cette vidéo vous a plu, si vous avez des conseils pour que j'améliore cette série de vidéos. Voilà, si vous avez des trucs à rajouter par rapport à cette loi, si vous trouvez qu'elle se rapporte à votre vie, si vous aviez déjà remarqué, si vous la connaissiez, tout ça. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais essayer de faire une vidéo de ce type tous les 2 mois. Je pense que c'est pas trop mal comme rythme parce que mine de rien, c'est des vidéos qui demandent beaucoup de préparation, beaucoup de recherche. C'est très intéressant, mais c'est très long pour trier toutes les informations et tout ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye. Youpi. Il est minuit 30. Ça fait 1h30 que je tourne. J'en peux plus. Sauvez-moi.